à compléter. Le bug est réparé, me semble-t-il, déjà. Je viens de le parler, fait que tout marche bien. Vous devriez être capable de compléter vos 10 questions choix multiples cette semaine. Évidemment, après qu'on ait passé à travers le sujet 1, ce qu'on va faire dans la prochaine heure et quart, ça va aller mieux pour vous. Et je vous rappelle, vous avez 2 semaines. Vous n'avez pas jusqu'à ce samedi, jusqu'à l'autre samedi. Le sujet 1, en classe, je vais faire un peu de magistral. Vous comprenez la particularité de la semaine 1. Là. Vous ne pouviez pas préparer le hors-classe avant. Fait que je vais faire un peu de magistral, chose que je ne ferai pas beaucoup dans les semaines qui suivront. Vous avez compris le principe. Mais je m'attends quand même à ce que vous fassiez le hors-classe. Donc ici, là, ma fameuse semaine 1 est ici. Donc, les lectures du sujet 1 puis les capsules vidéo à aller visionner, là, qui auraient dû être faites avant, il va falloir aller les faire un peu après, parce qu'en 1h10, je ne peux pas me substituer à tout ça. Là. Donc, ça va être un peu inversé, notre chose, pour la particularité, pour le propre de la première semaine, pardon. Mais je m'attends quand même que vous alliez les faire. D'ailleurs, remarquez ici, je prends la table des matières du sujet 1. J'ai souligné quelques thèmes en bleu. Est-ce que le bleu vous réfère quelque... J'ai essayé d'être constant dans mes jeux de couleurs. À quoi réfère le bleu dans votre esprit? Avant le cours. Donc, c'est ça, tous ces thèmes-là qui sont en bleu, de par les capsules vidéo qui auraient dû être vues, là, mais qui vont être vues après, comme je viens d'expliquer. Donc, ces thèmes-là sont expliqués par capsule vidéo. Donc, vous comprenez que je ne m'étirerai pas dessus aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu, mais je m'attends à ce que vous alliez voir les capsules vidéo et que vous fassiez la lecture du sujet 1. Il n'est pas compliqué, ce sujet 1, c'est pour mettre la table un peu. On ne parlera pas de règles fiscales ce matin, c'est juste pour voir, ça s'inscrit où ça, la fiscalité, dans notre réalité juridique, dans notre réalité québécoise et canadienne. Pourquoi il y a de l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'il y a juste de l'impôt sur le revenu ou il existe d'autres types d'impôts et de taxes? Donc, c'est de voir la place que ça prend, cette fameuse loi-là, que je n'amènerai pas avec moi chaque semaine, hein, vous comprenez? Donc, cette fameuse loi-là, l'impôt sur le revenu, qu'est-ce qu'elle impose le revenu? Son nom l'indique bien, loi de l'impôt sur le revenu, donc elle impose le revenu, mais y a-t-il juste ça, l'impôt sur le revenu, dans notre système fiscal à son sens large? Donc, on va s'intéresser à ces choses-là. Qui peut imposer les contribuables? Nous, on va s'intéresser à la loi de l'impôt, donc à l'impôt sur le revenu fédéral. Donc, aux règles fédérales qui touchent tous les Canadiens. Mais il y a les provinces aussi qui peuvent imposer, il y a les municipalités aussi qui peuvent imposer. Donc, on va voir que les impôts et taxes, dans leur sens large, c'est quelque chose de très vaste. Et que étudier la loi de l'impôt sur le revenu, là, c'est pas grand-chose. On étudie un grain de sable dans la plage. Là. On va se parler un petit peu de... Je vais vous dire un petit mot sur la perception des impôts, là, comme donc à qui on envoie les chèques quand on doit payer notre impôt. Et il y a des thèmes super importants, 6 et 7. Je vais passer, même si c'est des capsules vidéo, je vais vous donner des exemples du rôle joué par les différents ministères. On va faire aujourd'hui la distinction entre les ministères qu'on appelle Revenu Canada ou l'Agence du revenu du Canada et le ministère des Finances du Canada. Donc, il y a un ministère qui a comme rôle le rôle législatif, alors que l'autre a le rôle administratif. Ça va être important de bien distinguer ça. Les sources de droit aussi, là, je veux qu'on passe du temps, un certain temps là-dessus. Donc, je suis enregistré en ce moment, je vous le rappelle, au besoin. Donc, ça commence avec un cours historique. Donc, vous voyez que de l'impôt sur le revenu, ça fait longtemps que ça existe. C'est pas quelque chose qui a pris naissance il y a 10-15 ans. Là, ça a existé toujours. Ça a pris, en 1972, là, autant au fédéral qu'au Québec, il y a eu une bonne réforme. Quand on fait une maîtrise en fiscalité, les vieux professeurs s'amusent à nous montrer la loi de l'impôt de l'époque. Parce qu'à l'époque, en 1960, vous voyez, 1970, il y en avait de l'impôt sur le revenu, mais c'était tout petit. C'était comme, c'était comme un fascicule quasiment. Là. Ça avait ça d'épais. C'était vraiment pas compliqué parce que les transactions de l'époque n'étaient pas compliquées. Quand tu disais, on va imposer le revenu d'emploi pour les salariés, puis on va imposer le revenu d'entreprise pour ceux qui sont en affaires, puis Internet n'existait pas. Il n'y avait pas une multitude de types d'entreprises. C'était beaucoup plus simple à imposer. Maintenant, avec tous les profils possibles de gens en affaires et tout ça, donc, comme la réalité économique se complexifie, la loi de l'impôt, en parallèle, doit se complexifier aussi. Donc, je veux vous faire prendre conscience que des impôts et taxes, il y en a une multitude. D'accord? J'en ai nommé quelques-uns dans les notes de cours, et que nous, en étudiant l'impôt sur le revenu, on n'a pas une vue d'ensemble de tout. Vous allez faire 3 cours de fiscalité sur l'unique loi de l'impôt sur le revenu fédéral.
Tu sais, je dis ça à la blague, mais sortez pas de ces trois cours-là en vous pétant les bretelles en disant, bon, mais on va parler impôts et taxes maintenant. Ben, vous pouvez en parler, mais vous comprenez que vous avez étudié une loi parmi un océan de lois. Donc ça fait de vous des quasi-experts de cette loi-là, mais de cette loi-là seulement. C'est quand même très bon, mais ça s'inscrit dans un registre juridique beaucoup plus large. Donc, il existe de l'impôt, dans notre monde, on a un premier type d'impôt qui existe, l'impôt sur le revenu. Comme son nom l'indique, le fait de gagner un revenu dans l'année vous rend redevable d'un impôt. Donc, n'importe qui gagne un revenu dans l'année, si tu gagnes 100 pièces de revenu dans l'année, tu peux t'attendre qu'il y ait une partie de ton 100 $ que tu dois remettre au gouvernement sous forme d'impôt sur le revenu. On ne s'en tire pas. Il existe l'impôt sur la consommation. Donc, en plus d'imposer les revenus des contribuables, on impose leur consommation. Vous le savez, vous allez acheter un sous-marin chez Subway, c'est annoncé à 5,99 $. Ça ne coûte pas 5,99 $. Tu vas décaisser 6 $, 7,20 $, parce qu'on va te rajouter TPS, TVQ. Donc, le geste de consommer, ça aussi, c'est un geste qui est imposable. Donc, quelqu'un qui travaille le matin, il a fait 3 heures le matin, 8h30 à 11h30, il vient de gagner 18 piastres ou 20 piastres ou 22 piastres, il faut qu'il en donne une partie à l'impôt. Sur 22 d'impôt sur le revenu, il en reste, je ne sais pas, moi, je mets ça des petits chiffres pour que ça soit simple, il en donne, admettons, 7 à l'impôt. Il en reste 15. Là, il va aller dîner chez Subway avec son 15 piastres. Sa consommation chez Subway va être imposable. Sur son sous-marin, on va aller chercher 15 % de TPS TVQ combiné. Fait que sur les 15 piastres, après avoir acheté le sous-marin et avoir payé la taxe TVQ, TPS TVQ, il va en rester encore moins. Donc, on est beaucoup imposé. Ensuite de ça, la personne, elle rentre chez eux le soir. Le travailleur rentre chez lui, se met 2 pieds sur le pouf, il écoute la télévision dans sa maison, il ouvre son courrier, il reçoit sa facture de taxe municipale. C'est quoi ça? On impose la propriété aussi. En plus d'imposer le revenu, d'imposer la consommation, on impose la propriété. Le fait d'avoir une propriété, c'est un geste imposable. Et tu dois payer un impôt, qu'on appelle l'impôt foncier, sur la valeur de ta propriété. Fait que là, dans la même journée, ça fait le contribuable vient de se faire attraper par 3 types d'impôts différents. Son revenu, sa consommation, puis si ça donne que la facture de taxe municipale, de taxe foncière entre cette journée-là, il va aussi se rendre compte qu'on impose sa propriété. C'est pas tout, on impose aussi la masse salariale. Toutes les entreprises qui versent des salaires, c'est un geste imposable. Le fait de payer des salaires à des employés pour une entreprise, c'est un geste qui est imposable. Quand une entreprise t'engage et te dit « je vais te verser 1000 piastres par semaine », combien vous pensez qu'il sort de son compte de banque à la fin de la semaine, l'entreprise qui vous engage et qui vous promet 1000 $ par semaine? 1300, 1350. 30 à 35 % de ce qu'on appelle d'impôt sur la masse salariale, ou dans le jargon, on appelle ça des charges sociales. Il vous donne 1000 à vous, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que votre employeur prend de l'argent puis l'envoie pour vous à la Régie des rentes du Québec. Ce que vous ne voyez pas, c'est que l'employeur prend de l'argent et l'envoie à l'assurance-emploi. Ce que vous ne voyez pas, c'est que votre employeur prend de l'argent et l'envoie à la Commission des normes du travail. Ce que vous ne voyez pas, c'est que votre employeur prend de l'argent et l'envoie à CSST pour vous couvrir d'une assurance contre les accidents de travail. Donc, verser de la masse salariale, c'est un geste imposable aussi. Ce que nous, les employés, on ne voit pas parce que c'est nos employeurs. Mais en bout de ligne, c'est un geste imposable. Et on pourrait aussi rentrer dans cette catégorie-là, la tarification des services publics. Donc, de par le fait que certains services publics nous sont uniquement rendus par l'État, les tarifs que l'État décide de nous charger, c'est ni plus ni moins qu'un impôt déguisé. Tu sais, quand tu payes ton électricité à Hydro-Québec, puis qu'ils décident d'augmenter les tarifs, c'est quoi la différence entre ça et augmenter l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la consommation? Donc, comme c'est le seul fournisseur d'électricité et que tu n'as pas le choix de payer ton électricité chez Hydro-Québec, à quelque part, le choix de la tarification qu'ils font, ça a exactement le même effet que de jouer sur des points d'impôt sur le revenu ou des points d'impôt sur la consommation. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que de l'impôt, il y a plusieurs occasions où on en paie. Qui administre ces impôts-là? Vous le savez, il y a 3 paliers d'imposition. Donc, notre pays nous impose, notre province nous impose, puis notre municipalité où on habite nous impose. C'est les 3 paliers d'imposition et chacun a leur pouvoir de taxation respectif. Ils se sont partagés, ces 3 paliers-là, la tarte. C'est nous la tarte, les contribuables.
Donc, tout le monde ne peut pas taxer le revenu, tout le monde ne peut pas taxer la consommation ou la propriété. Ils se sont partagés ça et ils doivent respecter leur champ de taxation. Le fédéral a le pouvoir d'imposer sur le revenu, la consommation et la masse salariale. Donc, au fédéral, on doit payer un impôt sur le revenu. Au fédéral, on paye une TPS quand on consomme. Et les employeurs paient des cotisations à différents régimes fédéraux, assurance-emploi et autres. Même chose pour les provinces. Les provinces ont le pouvoir d'imposer le revenu, la consommation, avec la TVQ au Québec, et la masse salariale, alors que les villes ont uniquement le pouvoir d'imposer la propriété. Donc, la fameuse taxe foncière là, sur la valeur de notre propriété, on ne paye pas ça au fédéral. Le Québec, le fédéral ne pourrait pas nous imposer là-dessus. Seulement les provinces, seulement les municipalités, pardon. Donc, si on met ça dans un tableau, je vais juste mettre ça dans un tableau, 3 paliers d'imposition, une multitude de gestes, comportements qui sont imposables, et vous voyez qui peut imposer quoi. Bien, quelqu'un qui voudrait étudier tout ça, là, ça y prendrait pas mal, ça y prendrait un chariot pour y amener ses lois. Vous voyez en rouge, ça ici, c'est la loi de l'impôt sur le revenu fédéral. Je n'ai pas amené la provinciale. Elle est aussi épaisse. Je n'ai pas amené la loi sur la TPS, ni la loi sur la TVQ. Chacune est aussi épaisse. Je n'ai pas amené la loi sur la masse salariale fédérale, ni la loi sur la masse salariale provinciale. Je n'ai pas amené la loi sur l'impôt foncier. Donc, si j'avais voulu, et ainsi de suite, la loi sur l'assurance-emploi, la loi sur les normes du travail, si j'avais voulu amener chacune de ces lois-là, j'aurais eu besoin d'un chariot, là. Fait qu'imaginez une bibliothèque ici, là, pleine de lois. C'est ça notre réalité juridique. C'est à ça qu'on est assujettis, nous, les contribuables. Et moi, je vous demande d'en prendre une, vous voyez, une, et de l'étudier pendant 3 cours. Une et une seule. La loi de l'impôt sur le revenu fédéral seulement. C'est bon? Oui, mais les autres lois, pourquoi on ne les apprend pas? Chut. On n'a pas le temps, premièrement. On a juste 3 heures à consacrer à ça. Deuxièmement, c'est de loin la loi qui va être la plus utile dans ta formation de comptable, parce que c'est la plus difficile à administrer, c'est la plus difficile à appliquer. Donc, ce serait pas mal moins pertinent qu'on passe du temps sur des lois plus simples. Mais surtout, c'est pas ça. Quand tu t'es initié à la conformité d'une loi, tu te développes des réflexes que tu es capable d'appliquer dans n'importe quelle autre étude de loi. Donc, en sortant d'ici, là, si vous allez comprendre plus que les règles de conformité, vous allez comprendre comment ça marche, ces fameuses lois-là. Puis, un jour, on vous demanderait de faire une recherche dans une autre loi. En sortant d'ici, vous n'auriez pas de difficulté à le faire. Surtout que vous êtes attaqué à la plus costaude et à la plus complexe. L'impôt sur le revenu, c'est de loin celle qui est la plus difficile. La plus complète, disons. J'en parle dans une capsule vidéo, mais je trouve ça intéressant de vous poser la question. À quoi ça sert d'imposer le revenu? À quoi ça sert comme... Pourquoi dans notre société, pourquoi on a décidé de s'emmerder avec ça, un impôt sur le revenu? Dit autrement, ça ressemblerait à quoi un monde, un Canada, où on n'a pas d'impôt sur le revenu? Ce serait-tu un paradis? Serait-tu un plus beau monde où il faut croire que ça a sûrement son utilité? Ça sert à quoi, ça, d'imposer le revenu des gens? Je ne vous parle pas des autres lois, là, à la consommation, tout ça, je précise vraiment l'impôt sur le revenu. Séparation de la richesse, qu'est-ce que tu entends par là? C'est une façon que les plus riches donnent aux plus pauvres? Possiblement. Assumer les services publics. Ils sont écrits là, mais... Bon, bien sûr, je m'attends à ce que vous ne l'avez pas dit, mais tout le monde dans sa tête comprend qu'avec l'impôt sur le revenu, on envoie des deniers publics au gouvernement qui, lui, se sert de cet argent-là pour défrayer des dépenses publiques. Vous comprenez qu'on n'irait pas à l'hôpital gratuitement, puis les routes, le système routier, les routes ne seraient pas là comme elles sont, quoique, elles sont pas
Il faudrait peut-être payer plus d'impôts et de taxes pour qu'elle soit plus belle, mais bref, l'école ne coûte pas si cher que ça, pendant qu'on est jeune, l'université ne coûte pas si cher que ça, c'est parce que tous les services publics que vous consommez, on les paye à même nos impôts et taxes. Vous comprenez qu'il y a un vase communicant entre le niveau d'argent, le niveau d'impôts et de taxes qu'on envoie à l'État versus les dépenses publiques qu'on est capable de se payer. Puis à ceux qui ont la critique facile, puis qui disent « Ouais, mais le gouvernement devrait payer ça, devrait payer ça, devrait payer ça », c'est un vase communicant. Quand il n'a plus, il n'a plus, là. Fait que si vous voulez plus de dépenses publiques, il faut accepter qu'on envoie plus d'impôts et taxes au gouvernement. C'est sûr qu'il y a des choix qui peuvent être faits dans les dépenses publiques, mais il y a un vase communicant évident. Ça, je pense que vous le saviez. Moi, je ne vous apprends rien. Mais je veux vous amener sur des objectifs et des rôles un peu plus subtils qui sont plus méconnus. Entre autres, l'impôt sur le revenu, ça peut servir à contribuer à la croissance économique de certains secteurs d'activité. Comme gouvernement, comme État, quand tu vois un secteur économique qui est en difficulté, par exemple, je prends par exemple les pâtes et papiers, puis que tu vois qu'il y a plein d'emplois qui risquent de se perdre, puis le marché est difficile, puis tatata, comme société, si on décide d'aider ce secteur-là, parce qu'on pense que comme société, on n'a rien à gagner à ce que ce secteur-là s'écroule, plein de gens perdent leur emploi. En bout de ligne, ces gens-là réclament de l'assurance-emploi. Fait que, ça coûte une fortune d'avoir un secteur s'effondrer. Fait que si collectivement, on décide de soutenir ce secteur-là, parce qu'on y croit, puis on pense que collectivement, c'est mieux pour tout le monde. Quel est un des outils qu'on peut utiliser pour que ces entreprises-là aient pas un coup de pouce, mais peut-être un peu plus d'oxygène? Y a-t-il un outil qu'on pourrait utiliser pour ça? Monsieur? Les subventions. Les subventions, c'est un terme très large, mais un des outils qu'on a, je l'ai dans ma main gauche en ce moment. La loi de l'impôt sur le revenu. Tout ce qu'on a à faire, c'est changer un peu la fiscalité pour ces entreprises-là, abaisser un peu leur taux d'impôt, leur donner des congés d'impôt, leur donner des crédits d'impôt, leur donner des ci puis des ça pour un certain temps, le temps que le secteur sorte de sa tourmente. Puis quand on n'a plus besoin de faire ça, on peut rechanger la loi de l'impôt puis les réimposer de façon plus normale. Donc, on a dans les mains en ce moment un outil qui, au besoin, peut nous servir à stimuler certains secteurs ou à à aider à survivre pour certains types d'entreprises. Donc, des subventions, ça s'inscrit dans la loi de ce que tu appelles les subventions, ça pourrait être synonyme de baisse d'impôt, de crédit d'impôt. Ça a tout le même effet. C'est un coup de pouce qu'on donne à ces entreprises-là de par l'État. Mais l'outil qui sert à ça, c'est la loi de l'impôt, la plupart du temps. Parce que ces entreprises-là payent beaucoup d'impôts sur le revenu. Répartir équitablement la richesse, bien sûr. Bien sûr, l'impôt sur le revenu, je ne vous apprends rien si je vous dis que les riches en payent beaucoup plus, puis que les gens à faible revenu en payent beaucoup moins, pour ne pas dire pas du tout. Donc, indirectement, quand tu as un impôt qui va chercher de l'argent chez les plus fortunés et qui ne va pas en chercher ou beaucoup moins chez les gens moins fortunés, en bout de ligne, tu répartis la richesse en faisant ça. C'est l'équivalent de dire à un riche, donne un peu de ton argent aux moins fortunés. Parce que dans le fond, si on part de la prémisse de départ, qui était de dire que tout ce qu'on envoie au gouvernement sert à défrayer les dépenses publiques, je vais vous donner un ordre de grandeur. Je l'ai-tu mis en note de bas de page? Le pourcentage de contribuables québécois qui ne paient pas d'impôts. Je ne peux pas vous poser la question quiz. C'est combien? 40? Donc, ça date de 2010. Mais en 2010, si on prenait l'ensemble des contribuables québécois, et qu'on se demandait quel pourcentage de la tarte contribue aux dépenses publiques, quel pourcentage de la tarte envoie de l'impôt sur le revenu, c'est 60 %. Dit autrement, il y a 40 % des contribuables québécois qui n'en payent pas d'impôt sur le revenu. Et est-ce qu'ils profitent autant des dépenses publiques? Payer à même cet argent-là? Bien sûr. Donc, c'est une répartition de la richesse. Je ne juge pas ça, c'est clairement avoué. Demandez à n'importe quel politicien, est-ce que la loi de l'impôt sur le revenu sert entre autres à répartir la richesse? Bien sûr. On va chercher de l'impôt chez 60 % des contribuables les plus riches pour défrayer des services publics qui vont servir à tout le monde. Donc, c'est clairement un outil de répartition de richesse. Clairement. Et aussi, un des rôles importants de l'impôt sur le revenu, c'est de rendre le fédéral, si on parle, ou de rendre le Canada compétitif. Un pays avec sa fiscalité, c'est comme une entreprise.
ça a des concurrents. Et ça doit être compétitif. Donc, si un pays n'a pas un système fiscal compétitif par rapport à ses voisins, qu'est-ce qui va arriver dans cet État-là, dans ce pays-là? Il va y avoir une érosion de l'assiette fiscale. Les entreprises vont aller migrer ailleurs, vont aller s'installer ailleurs. Nous, c'est qui notre plus grand concurrent? C'est les États-Unis. Donc, dans le système fiscal canadien, c'est très important que nos taux d'imposition, puis que la façon qu'on impose, surtout les entreprises, parce qu'un individu, ça maigre moins. Même si votre beau-frère dit à un moment donné, moi, je suis curé d'être au Québec, je vais déménager en Ontario, on est moins imposé. Les statistiques montrent qu'il y a bien du monde qui le disent, mais il n'y a pas grand monde qui le font. Parce que l'être humain, il est enraciné. C'est pas évident de déménager pour des raisons fiscales. Mais une entreprise, là, ça n'a pas d'émotion. Une entreprise, ça va aller s'installer, entre autres, où le taux d'impôt est le plus attractif. Fait qu'une entreprise qui hésite entre s'installer en Beauce ou bien faire 100 km de plus puis se ramasser à la frontière nord des États-Unis puis se ramasser dans un des États américains, s'en fout l'entreprise. La seule chose qu'elle va regarder, c'est, elle va dire au Canada, c'est quoi votre taux d'impôt, vous? Imagine qu'on dit, nous, les entreprises, c'est 40 de notre taux d'impôt, puis les États-Unis, 25. Qu'est-ce qui va arriver? Les entreprises vont toutes s'installer aux États-Unis. On perd d'emplois. Donc, au niveau de notre économie canadienne, c'est archi mauvais si on n'est pas capable d'être compétitif puis avoir des taux d'impôt qui sont aussi attrayants que nos voisins. Donc, une des considérations quand on établit la loi de l'impôt, c'est de ne pas être trop disproportionné, surtout dans l'impôt des entreprises, par rapport à nos concurrents. Même chose qu'un restaurant. Hein? Si ton voisin vend son hamburger 2 piastres de plus, les clients vont tous s'en aller 2 piastres de moins, ils vont tous s'en aller où c'est moins cher. Donc, vous voyez que c'est tout ça les rôles qui sont joués par la loi de l'impôt. Il y a beaucoup, c'est comme une toile d'araignée. Il y a énormément de considérants. Donc, à ceux qui ont, encore une fois, qui ont la critique facile, puis qui disent « Ouais, mais on devrait baisser les taux pour ci, ouais, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça. » À chaque fois que tu tires sur une ficelle, là, tu débalances quelque chose d'autre. C'est comme un casse-tête, là, ou quelque chose qui est très fragile, qui tient en équilibre, mais qui est très fragile. Puis si tu abaisses les taux d'impôt pour être plus compétitif, bien, ça se peut que tu répartisses moins bien la richesse. Mais si tu augmentes les taux pour bien répartir la richesse, ça se peut que tu sois plus compétitif. Mais là, tu veux être compétitif, mais tu veux bien répartir la richesse, mais par ailleurs, il y a un autre secteur que tu voudrais encourager. Tu sais, vous voyez là, c'est multiples facettes à considérer. Tout ça, en plus, je répète, avec la prémisse de base que ça nous prend suffisamment d'impôts sur le revenu pour défrayer nos dépenses publiques. Puis Dieu sait qu'on est gourmand quand vient le temps de consommer des dépenses publiques. On est bourré de régimes, on est bourré de gratuité, nous au Québec, on aime ça comme ça, mais vient avec des taux d'impôt élevés. Donc, tout ça mis ensemble, là, ça fait que c'est très délicat et très difficile d'avoir une fiscalité qui doit être équilibrée et qui doit satisfaire tout ça. S'il y avait juste un critère à satisfaire, ce serait pas dur. Tu t'arrangerais pour tout le temps le satisfaire. Mais là, tu en as 4, 5, 6, tu as plein d'objectifs en même temps à satisfaire. Fait que c'est tout un art que les politiciens et les fonctionnaires avec lesquels doivent jongler. Puis c'est tout un art de garder au niveau en équilibre tous ces objectifs-là. M'arrêtez, vous avez des questions? OK, un petit peu plus technique, là, ou un petit peu plus simple à comprendre. Comment ça marche la perception de l'impôt sur le revenu? Au niveau de l'impôt des particuliers, les particuliers ils ont 2 impôts à payer. Un impôt sur le revenu fédéral. Puis pour les fins de la présentation, je vais tourner quand c'est Québec. Quand c'est blanc, là, ça va être l'impôt. Je ne vais pas amener 2 lois, là. Ce sera l'impôt du Québec. Donc, quand tu fais ton impôt fédéral, tu dois envoyer ton chèque, évidemment, à Ottawa, là, au niveau fédéral. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fédéral, pour mettre en place ce système-là, c'est très coûteux. Hein? Le fédéral a dû rédiger une loi, vous voyez l'épaisseur. Le fédéral doit se faire un ministère, l'Agence du revenu du Canada, doit engager de multiples fonctionnaires pour être capable d'administrer ça, cette loi-là, être capable de recevoir les rapports d'impôts des millions de Canadiens, les analyser, recevoir les chèques, envoyer des avis de cotisation. C'est tout qu'une machine. Donc, au niveau des provinces, le fédéral a fait l'offre suivante aux provinces canadiennes. Le fédéral a dit, c'est tellement compliqué de gérer tout ça, puis ça coûte tellement cher. Voulez-vous vraiment reproduire ça dans votre province?
Quand vient le temps aux provinces, là, qui vous-même percevez, chargez un impôt à vos contribuables, un impôt provincial, voulez-vous vous faire votre propre loi, les provinces? Vous faire un ministère, vous engager des fonctionnaires, puis percevoir les chèques, puis tout ça? C'est du travail pas en double, en triple, c'est du travail qu'on ferait 11 fois, là, parce qu'il y a 11 provinces et territoires, si je ne me trompe pas, ou peut-être 10. Fait que le fédéral a fait la proposition très intelligente de dire aux provinces, si vous voulez, on va s'en occuper. Autrement dit, faites-vous pas de loi, faites-vous pas de ministère, engagez-vous pas de fonctionnaires. Nous, avec notre loi fédérale, on va percevoir à la fois l'impôt fédéral, puis à la fois l'impôt provincial. On va vous leur donner, votre impôt provincial. Donc, il va y avoir un seul percepteur d'impôt, ça va être le fédéral qui va percevoir à la fois, puis qui va administrer à la fois l'impôt provincial puis fédéral. Bien, toutes les provinces ont dit « Wow, bonne idée », puis ont embarqué dans le bateau. Toutes sauf une. Il y a une province qui a dit « Non ». Devinez laquelle? Le Québec. Fait que le Québec a dit « Non ». Il n'est pas question que les Québécois envoient leur impôt à Ottawa. Il n'est pas question que les Québécois... fait qu'on a tout dédoublé. Fait qu'on s'est fait une propre loi, qui est la loi sur les impôts du Québec. On s'est fait un ministère du revenu du Québec, qui est sur la rue de Marly à Sainte-Foy. On s'est engagé des milliers de fonctionnaires, puis on gère tout ça. Puis nous, les Québécois, on a vraiment on le voit, le dédoublement. Là, on reçoit des documents du fédéral, on reçoit des documents du Québec. C'est pareil. C'est pareil ce qu'on reçoit. C'est complètement dédoublé. Alors que les autres provinces n'ont pas fait ce choix-là. Ou ont plutôt accepté l'offre du fédéral. Au niveau des sociétés, c'est la même logique. Quand on paye des impôts de compagnie, il y a deux provinces, qui se sont dissociées. Québec, évidemment. Puis l'Alberta, l'Alberta sont tellement riches, il n'y a pas beaucoup d'impôts de société. Il n'y a pas beaucoup d'impôts. Les sociétés payent presque pas d'impôts en Alberta, fait que c'était plus logique de se dissocier. Mais c'est la même logique pour le reste des provinces en matière d'impôts des sociétés. OK, des thèmes importants maintenant que je veux aborder avec vous. Je veux qu'on fasse bien la distinction entre les différents ministères. Au niveau fédéral, les ministères s'appellent, les deux ministères dont je vais vous parler, c'est le ministère des Finances du Canada et l'Agence du revenu du Canada. Je vais vous les dessiner. Je ne suis pas excellent en dessin, mais je vais vous dessiner un ministère. Je vais vous dessiner deux ministères. Ça, c'est le premier, avec la porte ici. Ça, c'est le deuxième, avec la porte. Donc, ça, c'est le ministère des Finances du Canada. Ça, c'est l'Agence du revenu du Canada. Ça nous amène sur une discussion théorique, là, ou en tout cas assez importante, qui est la séparation entre les pouvoirs législatifs et administratifs. Des mots bien compliqués pour dire que dans un système juridique qui se tient, c'est super important qu'il y ait un mur, une séparation étanche entre l'organisme qui légifère et l'organisme qui administre la loi. Ce qu'on appelle le rôle législatif et le rôle administratif. Le rôle législatif, c'est de faire la loi de l'impôt, de décider de son contenu. Donc, l'organisme qui a le rôle législatif, son rôle, c'est de décider qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis de l'écrire dans la loi. Alors que l'organisme qui a le rôle administratif, c'est l'organisme qui va faire appliquer la loi telle qu'elle a été décidée par l'autre ministère. Donc, c'est pour ça qu'on a deux ministères complètement séparés. Donc, celui qui fait la loi, qui rédige la loi, c'est le ministère des Finances du Canada, qui a son propre ministre, qui a ses propres fonctionnaires, puis qui a sa propre bâtisse à Ottawa. Et là, il y a un mur ici vraiment très, très étanche avec l'autre organisme qui est l'Agence du revenu du Canada, qui a comme rôle de faire appliquer la loi. Est-ce que vous connaissez notre ministre des Finances au Canada? Qui est le patron du ministère des Finances du Canada? Ça a longtemps été... il est décédé il n'y a pas longtemps, là. Flaherty. Je vais vous le montrer. C'est Joe Oliver. Ministère des Finances. Je peux peut-être cliquer ici. On va l'avoir ici.
Merci, oui. Donc, Joe Oliver, c'est notre ministre, c'est évidemment un conservateur, ministre des Finances. Donc, lui, il s'occupe du ministère des Finances. Son rôle, c'est de produire la législation, de décider qu'est-ce qui est légiféré, mais c'est pas lui qui va l'appliquer. Celui qui va l'appliquer, c'est notre ministre du Revenu. Donc, ne pas confondre le ministre des Finances avec le ministre du Revenu. Le ministre du Revenu, là, il est pas mal moins... c'est une femme, là, Caroline Day Findlay, je vous montre ça. Elle est moins populaire. Pas parce que c'est elle, là, mais... Le ministre des Finances, il est toujours en vue, parce que c'est lui qui se lève en chambre, puis la journée du budget, puis il annonce qu'est-ce qu'il va avoir dans la loi dans la prochaine année. Puis c'est un poste très en vue, le ministre des Finances. Puis aussi, ses décisions sont lourdes de conséquences en termes d'argent. Si le ministre des Finances se plante dans une décision, puis qu'il impose mal, puis que ça coûte des fortunes, c'est très... Alors qu'elle, c'est la police. Elle a fait appliquer la loi. Donc, Madame la ministre, là, elle est la patronne de l'Agence du revenu du Canada. Vous ne devriez jamais appeler le ministère des Finances. Je ne vous ai jamais appelé. Je ne sais même pas son où. On n'a pas affaire avec eux. Quand vous dites j'ai des problèmes avec l'impôt, là, ou quand vous dites l'impôt me court après, c'est l'ARC. C'est l'Agence du revenu. Donc, le ministère des Finances ne communique pas avec les contribuables. On a très peu de communication avec eux, sauf si on veut aller faire des revendications. « Ah, vous devriez imposer ici, vous devriez faire ça. » Mais sinon, à chaque fois qu'on reçoit la documentation ou qu'on échange avec l'impôt, comme les gens disent, c'est avec l'Agence du revenu du Canada et leurs fonctionnaires. On a la même chose au Québec, la même séparation. Le ministère des Finances du Québec, il est sur la rue Saint-Louis dans le Vieux-Québec, juste parallèle au Château Frontenac, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, et qui est chapeauté par un ministre. Et on a l'Agence du revenu du Québec maintenant, anciennement appelée Revenu Québec, où son site Internet s'appelle encore Revenu Québec, qui lui est complètement à l'ouest, comme je vous disais, sur rue de Marly, là, proche de Cap-Rouge, dans le coin de Québec. C'est deux organismes complètement différents. Je vais vous montrer leur chef, leur ministère, ou leur ministre plutôt. Ici, M. Laito. Donc, lui, c'est notre ministre des Finances au Québec. Étrangement, il est aussi le ministre responsable de l'Agence du revenu du Québec. Là, vous allez me dire, ben, ça se contredit. Tu as dit qu'il y avait un mur qui séparait les deux. Ouais, il y a un mur, mais là, ça donne qu'on n'a pas... Des fois, ils nomment pas deux ministres différents. Cette fois-ci, on a un ministre qui chapeaute à la fois un organisme et l'autre. Mais les deux organismes demeurent très indépendants. Ils ont chacun leur bâtisse, ils ont chacun leur fonctionnaire, puis l'étanchéité entre les deux est quand même bien appliquée. Cette séparation-là, c'est vrai, entre le rôle législatif et administratif, c'est présent dans toutes les lois. Dans un pays qui se tient un peu là, au niveau juridique, qui a une certaine structure juridique, on a toujours cette séparation-là, puis elle est très précieuse. Parce que si vous allez dans un État où la même personne ou le même organisme à la fois rédige la loi et applique sa propre loi, qu'est-ce que vous risquez de rencontrer? Vous risquez de rencontrer vraiment des problèmes, c'est le cas de le dire. Il va manquer de distance. Si la personne qui a écrit sa loi l'applique lui-même, mais cette personne-là, elle en vient à appliquer la loi de façon un peu, pas objective, de façon un peu subjective. Parce qu'il y a une confusion entre ce que tu as voulu rédiger dans ton texte de loi et la façon que tu appliques ton texte de loi. En grosso modo, ça s'appelle des dictatures. Dans une dictature, là, je peux vous dire que le dictateur, il ne se pose pas trop de questions. Il dit, ça, c'est ma loi, puis il dit, moi, c'est moi qui l'applique, ma loi. Puis j'ai écrit que si on te voyait une main, là, c'était un acte très, je sais pas, j'invente n'importe quoi, là, mais si vous êtes à visage découvert, vous allez avoir telle sanction. Puis là, il y a une madame qui est pas tout à fait à visage découvert, puis il la ramasse, puis il donne la sanction. Pourquoi? Ben, parce que je voulais écrire que ce genre de madame-là aussi, là, tu sais, ça vient que c'est appliqué n'importe comment, puis c'est pas appliqué comme c'est écrit. Alors que de faire une séparation, ça fait en sorte que ceux qui appliquent la loi vont vraiment l'appliquer comme elle est écrite, qui n'ont pas le choix. C'est pas eux qui l'ont écrit, ils vont l'appliquer comme elle est écrite. Pensez quand vous vous faites arrêter sur l'autoroute par les policiers parce que vous roulez à 125 ou disons à 122. Puis là, vous dites au policier, c'est bien niaiseux ça, 100 le maximum sur les autoroutes. Il va te répondre quoi, le policier? Tu ne t'adresses pas au bon organisme. Le policier, c'est lui qui applique la loi sur le code de la sécurité routière. Si tu n'es pas d'accord avec le code de la sécurité routière, appelle à l'autre organisme, c'est le ministère des Finances.
ou le ministère de la Justice dans ce cas-ci, qui lui légifère. Donc encore là, on a une séparation entre celui qui légifère, le Code de la sécurité routière, et l'organisme qui applique le Code de la sécurité routière. Même chose si on dit à un fonctionnaire de l'ARC, c'est bien niaiseux ça, un crédit d'impôt pour telle affaire, vous devriez me le donner. Ben, ils vont répondre, appelez au ministère des Finances, puis faites vos revendications. Nous, on applique la loi comme elle est écrite. Je donne un exemple pour supporter ça. Juste cet exemple-là de séparation entre les deux pouvoirs. C'est vrai à tous les paliers, c'est vrai, je vous l'ai dit, dans les lois fédérales, dans les lois provinciales, dans les lois municipales. C'est même vrai à petite échelle dans notre petite réalité UQTRienne. Je vais vous donner un exemple des lois et règlements qui existent à l'UQTR. Où on a une séparation entre ceux qui rédigent les règlements et ceux qui appliquent les règlements. Vous venez d'arriver à la rentrée scolaire, vous n'étiez peut-être pas là beaucoup cet été, mais est-ce que vous avez entendu parler de l'accident qui est survenu cet été ici, sur le campus? Accident de vélo. Quelqu'un qui s'est complètement... L'ambulance est arrivée, là, quelqu'un vraiment mal en point. Mais je vous explique rapidement. Là. Il y avait un étudiant qui était sur le campus, là, sur la rue principale. Là, puis il y a quelqu'un d'autre, un autre étudiant, qui était en vélo sur le campus. À toute vitesse, fium, il a fauché l'étudiant qui était à pied. Là, la rate a explosé. L'enfer, l'ambulance est venue chercher le malade. Fait que là, la direction de l'UQTR a été mise au fait qu'il y avait des gens en vélo qui se comportaient mal. Donc, la direction de l'UQTR, qui a comme rôle de légiférer, ont décidé de mettre un règlement en place. Un règlement qui interdit d'être en vélo sur le campus de l'UQTR. Avant d'appliquer ça, l'organisme à l'UQTR qui a comme rôle d'appliquer la loi, la rectrice et son équipe de direction, ils ont fait une couple d'enquêtes, ils ont fait des recherches. Il y a un avocat qui travaille à l'UQTR, fait que la rectrice, elle a dit à l'avocat, qu'est-ce qui arriverait si on interdisait les campus à l'UQTR? Peux-tu me calculer ou me faire un rapport sur les avantages, inconvénients, pour que je puisse prendre une décision éclairée? Un ministre là, qui légifère, ça ne prend pas sa décision sur un dixaine. Ses fonctionnaires vont le nourrir d'analyse. Donc, les fonctionnaires de la rectrice, avocats et autres, l'ont nourri. Puis ils ont fait un rapport qui dit qu'à nulle part au Canada, il n'y a aucun campus qui interdit les vélos, mais que c'est tellement dangereux ce qui est arrivé là, ça pourrait engendrer des poursuites incroyables contre l'université. Fait qu'elle pèse le pour puis le contre, notre rectrice, puis elle tranche. Elle a rédigé un règlement qui interdit de se promener en vélo sur le campus. Pensez-vous que c'est elle qui l'écrit, le règlement? Elle n'est pas bonne. C'est qui va l'écrire? Qui travaille au ministère des Finances, qui aide le politicien, qui, une fois qu'il a pris sa décision? Des avocats. Il y a une tonne d'avocats qui travaillent pour le ministre ou la rectrice. Puis un avocat, c'est bon pour écrire des fameux textes comme 625, là, sous présomption. Puis, bon, ils ont écrit un règlement qui interdisait les vélos. Vous ne saviez pas? Est-ce qu'il y en a qui sont venus en vélo ce matin? Je pense qu'il donnait peut-être une période de grâce pour la rentrée, le temps que vous soyez avisés, là, mais oui? Ben, c'est ça, on va essayer de mettre ça au clair. Mais, donc, quand l'organisme qui fait la loi rédige un texte de loi, il doit aviser sa population. Donc, il faut aviser la population qu'il y a une nouvelle réglementation qui est en vigueur. Donc, ça se fait par des communiqués de presse, par des sites Internet. Donc, en fiscalité, tous les jours, le ministère des Finances nous annonce des nouvelles mesures. Ben, la rectrice n'a pas eu le choix. En fait, vous ne l'avez pas vu passer, communiqué de presse, avis sur le portail étudiant, En tout cas, elle est supposée de l'avoir bien rendu public à sa population. Qui va faire appliquer ce règlement-là? Qui va courir après les étudiants en vélo à partir de cet automne? C'est-tu la rectrice? Elle est en talon haut, la rectrice, là. Donc, ce n'est pas le même organisme. Il y a un autre organisme à l'UQTR qui joue le rôle de l'équivalent de l'ARC qui va faire appliquer les règlements de l'UQTR. C'est le département ou le service de la protection publique, là, les officiers. Fait que les officiers, en même temps que vous avez été avisés dans votre portail d'étudiants du nouveau règlement, ils en ont reçu eux aussi une copie. Les agents de sécurité, là, c'est pas eux qui ont rédigé le texte de loi, mais il faut qu'ils le fassent appliquer. Fait que c'est sorti dans un fax ça, au mois d'août, en bas, là, dans l'aquarium, là, où ils sont tous, là. L'officier a sorti ça, il a lu ça. Il a lu ça 2 fois. Oh boy! Un règlement qui, à compter de cet automne, empêche les étudiants d'être en vélo sur le campus. Puis là, les sanctions sont écrites. Et là, il s'est dit, lui et son équipe, oh boy, il va falloir appliquer ça, nous autres. C'est eux qui ont le problème, là.
C'est pas mal plus plate, pas mal plus difficile d'appliquer. Tu appliques la loi telle qu'elle a été envoyée par l'organisme législatif. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de comment ça pourrait être rédigé, ça, bien simplement, là? Un règlement qui empêcherait l'utilisation d'un vélo sur le campus. Tu sais, pas de flafla, right to the point. Auriez-vous une suggestion à me faire, là? Disons que vous travaillez avec la rectrice et que vous l'aidez à rédiger son règlement. Quelqu'un a une suggestion à me faire? Monsieur? Wow! Je t'engage. Super! Répète ça un petit peu plus fort, c'était écœurant. C'est simple, ça va droit au but. Peux-tu répéter? L'utilisation du vélo est prohibée à compter de l'automne 2014 sur le campus. L'utilisation du vélo est prohibée à compter de l'automne 2014 sur le campus. Point. Wow! Magnifique. Paf! On envoie ça en publicité, on envoie ça partout, puis on envoie ça aux agents de sécurité. Je répète une dernière fois, et proscrit l'utilisation de vélos sur le campus à côté de l'automne 2014, c'est ça? Super. Ce matin, ou hier, avant que vous arriviez, juste devant les agents, c'était en vigueur là, ce matin. C'était en vigueur le règlement. Ce matin, devant l'aquarium où il y a les agents de sécurité, parce qu'ils sont tout en vite, là, il y a une espèce de fou qui est passé sur un unicycle. Il a failli faucher 2-3 étudiants. C'était l'enfer comment il était dangereux. Les agents l'ont vu par la fenêtre. Puis ils ont vu que c'était un unicycle sur lequel ils voyageaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les agents? Ils ont lu leur règlement. Ils ont sorti leur règlement. Ils ont lu. Bon, ce qu'on fait. Le gars s'en allait dans ce temps-là. L'utilisation de vélo est prescrite sur le campus. Hein? Vélo. Vélo. C'est un vélo, ça? Ils ne savent pas quoi faire. Parce que dans ton règlement, tu n'as pas défini c'était quoi un vélo. Ils ne savent pas quoi faire. Un peu plus tard dans la journée, ce matin, juste sur la bretelle où ça rentre, là, tu sais, quand on monte sur des récollets et qu'il y a une bretelle pour nous faire rentrer sur le campus, là, juste là où la bretelle, il n'y avait plus personne, il était 9 h, les cours étaient commencés. Il y a un vieux monsieur, 70 ans, le vieux monsieur, là. Je pense qu'il cherchait sa résidence, il était un petit peu mêlé. C'est pas sa résidence étudiant, là, c'était pas tout un étudiant. Il était à côté de son vélo, il y avait de la misère à marcher. Je pense. Fait qu'il a mis les pieds sur le campus, là, puis il s'est ramassé dans la forêt, puis il a essayé de retrouver, il était perdu. Les agents de sécurité ont vu ça avec leur caméra. Un vieux monsieur, il n'y a pas un chat à ronde. Toutes les cours étaient commencés, il était 9 h. Il n'y a pas un chat sur le campus, il était sur le coin, il a mis le pied sur le campus avec son vélo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu leur règlement. Il faut qu'ils lisent leur règlement. C'est écrit quoi? Il est interdit de se promener en vélo sur le campus. Ils l'ont embarqué. Cette vieille personne-là a été sanctionnée. Saisie du vélo, infraction, comme les infractions de stationnement, la totale. Est-ce que c'est vraiment ce genre de ce genre de gars-là que la rectrice avait en tête de vouloir arrêter? Donc, il y a un problème avec son règlement. C'est quoi? Donc, premier problème qu'on avait tout à l'heure avec le règlement, pas de définition de vélo. Ici, c'est quoi le problème qu'on a? Ça prendrait peut-être des exceptions. Dans toute bonne règle, il y a des exceptions. Tu sais, mets une couple d'exceptions pour quelqu'un qui dérange pas, quelqu'un qui va doucement. Mets des exceptions. Tu peux pas embarquer tout le monde dans un règlement aussi général que ça. Puis là, je pourrais continuer. Troisième situation, quelqu'un qui passe encore une fois dans la fameuse bretelle en vélo de façon dangereuse, mais dans la bretelle. Pas sur le campus, pas dans la rue, sa bretelle. Qu'est-ce que les agents font? Ils lisent le règlement. C'est ça qu'ils font, ils lisent le règlement. Il est interdit de se promener en vélo sur le campus. C'est quoi campus? C'est-tu défini campus? Ça commence où? Ça finit où? Est-ce qu'on a défini le territoire qui est le campus? La bretelle, ça rentre-tu dans le campus ou ça rentre pas dans le campus? Donc, conclusion, c'est inapplicable ce règlement-là. Tu m'as très bien aidé, mais ton règlement, il est beaucoup trop simple. Un règlement de ce genre-là, s'il existait, parce que c'est pas vrai toute cette histoire-là en passant, un tel règlement, s'il existait, probablement qu'il prendrait 1 semaine et demie à rédiger et probablement qu'il aurait 10 pages. Et encore une fois, à ceux qui ont la critique facile en disant c'est bien compliqué les articles de loi, tu comprends-tu pourquoi c'est compliqué? Ça n'a pas le choix d'être complet.
Ça n'a pas le choix de comporter des définitions, ça n'a pas le choix de comporter des exceptions, puis ça n'a pas le choix de définir les lieux, puis les moments, puis les contribuables à qui ça s'applique. Sinon, c'est inapplicable un règlement qui n'est pas complet. On en a l'exemple à petite échelle dans un monde ucutérien. C'est vrai à plus grande échelle pour une loi provinciale ou une loi fédérale. Est-ce qu'il y a des questions? Effectivement, ce n'est pas vrai tout ça. Je vous rassure. Mais ça vous démontre l'importance de séparer les deux rôles, puis surtout l'importance d'avoir des textes clairs. Dernière chose, autre chose importante sur laquelle il me reste un peu du temps, c'est bien. Il y aura aussi, donc il y avait une capsule vidéo qui traitait de ça, le ministère des Finances, l'Agence du revenu. Autre thème important, les différentes sources de droit. Il y a une capsule vidéo qui vous l'explique, puis moi je veux surtout vous donner un exemple de ça. Les règles de conformité fiscale, si on dit que la loi de l'impôt, si on s'intéresse à cette loi-là, elle est pleine de règles qui touchent la conformité fiscale, cette loi-là va vous dire qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est toute cette loi-là qui va vous parler. Donc, on pourrait dire que la principale source de droit, donc l'endroit où on va trouver nos réponses, où on va trouver la bonne conformité fiscale, c'est dans la loi de l'impôt. Mais ce n'est pas juste dans la loi de l'impôt. Ça se peut qu'on doive trouver les règles de conformité fiscale ailleurs. Des sources de droit fiscal, il y en a 4. Point 1, point 2, point 3, point 4, et ils sont placés en ordre de force juridique. Donc, de la plus forte source de droit vers la moins forte source de droit. Et des fois, on n'a pas le choix de se rabattre sur des sources de droit moins fortes pour trouver nos bonnes réponses en termes de conformité fiscale. Donc, je vous les nomme, puis je vous donne un exemple. Les sources de droit, la source de droit la plus forte, c'est clairement les textes de loi. Si tu trouves ta réponse, si c'est écrit noir sur blanc dans la loi que tel élément est imposable ou qu'il ne l'est pas, si tu trouves ta réponse clairement écrite dans le texte de loi, tu es blindé. Cette réponse-là est incontestable, c'est écrit noir sur blanc dans le texte de loi. Mais si ce n'est pas le cas, ça se peut que tu doives trouver ta réponse dans la deuxième source de droit, qui est la jurisprudence. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est ou je ferai un petit résumé de qu'est-ce que c'est dans 2 petites minutes, mais la jurisprudence, c'est l'accumulation de tous les jugements qui ont été rendus devant des tribunaux sur une question fiscale qui est similaire à la tienne. Donc, qui pourrait quelque part te nourrir et devenir pour toi une source de droit fiscal. Sinon, les positions administratives ou sinon la littérature fiscale. Je vous explique ça avec un exemple. C'est beaucoup plus simple. Parce que jusqu'à présent, vous pensez avec raison qu'à chaque fois qu'il y a une question de conformité fiscale, il suffit d'ouvrir la loi et on trouve notre réponse dans la loi. Dans un monde idéal, ça serait ça, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous êtes un jeune fiscaliste puis que vous êtes supposément un expert de l'impôt sur le revenu. Vous êtes un expert, puis quelqu'un vous arrive avec une question. Il dit j'ai une question pour toi, pourrais-tu me répondre? Voici mon cas. Un de mes clients, pour lequel je dois faire son rapport d'impôt, donc ça me prend le bon traitement fiscal, un de mes clients, c'est une entreprise qui fait du transport maritime. Donc, il est propriétaire de bateaux, puis il fait du transport de marchandises. Puis, cette entreprise-là, elle a eu une contravention. Donc, parce qu'une contravention pour excès de poids sur le bateau. Moi, je connais rien là-dedans, là, mais il semble que dans notre univers, vous savez, notre grande bibliothèque pleine de lois, là, il y a une des lois qui s'appelle « Loi sur le poids des bateaux dans un cours d'eau ». Ça a l'air que ça existe. Puis sur le fleuve Saint-Laurent, ça a l'air qu'il y a un maximum de poids que ton bateau ne doit pas dépasser, sans quoi la coque va accrocher au fond. Moi, c'est pas mon domaine, ça, mais on m'explique ça. 750 000 de contravention. 750 000 de contravention que l'entreprise a eu pour excès de poids du bateau. Et on ne remet pas en question elle est vraie, la contravention. Il ne me dit pas, on peut-tu la contester? Elle est vraie. Tu lis dans la loi sur les poids de bateau, là, puis ça dit que si tu es plus gros, plus lourd que X tonnes, tu es à l'amende. Puis il était plus lourd. Qu'est-ce que je vous dise? Fait qu'il a payé son contravention. Et pas là la question. Maintenant, vient le temps de faire le rapport d'impôt de cette entreprise-là. Dans un rapport d'impôt d'entreprise, c'est comme un état des résultats. Il y a des revenus, il y a des dépenses. Et on paye de l'impôt sur le bénéfice net. Dans les revenus, il y a tous les revenus que
tous les revenus qu'on a gagnés à transporter des marchandises pour des clients. Dans les dépenses d'un propriétaire, d'une entreprise qui fait du transport en bateau, l'essence pour le bateau, l'amortissement du bateau, le salaire pour le pilote et tout ça. Et est-ce qu'on peut mettre dans les dépenses déductibles la contravention? C'est ça la question qu'on me pose. Est-ce qu'elle va être considérée comme une dépense déductible, donc va faire baisser le revenu imposable, il va amoindrir l'impôt? Est-ce qu'on peut rentrer dans la liste des dépenses déductibles, au même titre que l'essence et les salaires payés pour les gens sur le bateau? Est-ce qu'on peut rentrer dans les dépenses déductibles 750 000 de contravention? C'est ça la question qu'on me pose. Déjà, si vous me dites oui ou non, vous faites erreur. Vous ne pouvez pas la savoir, la réponse. Il n'y a personne qui peut savoir cette réponse-là. Et où la réponse? C'est comme tantôt ceux qui ont levé les yeux au tableau. Erreur. Il ne fallait pas lever les yeux en haut. Elle est où la réponse? Dans les sources de droit. Donc, on va aller lire dans la source de droit la plus forte, la loi de l'impôt. Qu'est-ce que le législateur a prévu pour une entreprise qui a une contravention pour excès de poids de bateau? Fait que je cherche. Bateau. Je trouve rien. Excès, poids, excès, poids. Je peux même faire une recherche électronique. Dans la loi électronique, là, tu fais CTRL-F, une recherche. Je mets plein de mots-clés. Bateau, excès de poids, contravention, déduction. À rien. Jamais le ministère des Finances du Canada s'est penché sur cette question-là. Et a cru bon mettre un texte de loi qui me disait si oui ou non est déductible une contravention pour excès de poids de bateau. Jamais ils ne sont posés cette question-là. J'ai cherché partout, il n'y a rien. J'ai même appelé à Finance Canada. C'est quel article qui me dirait si c'est déductible? Nanana. Ils ont répondu, oh, on n'a jamais pensé à ça. Il n'y a pas d'article. Je fais quoi? Je ne peux pas dire à mon client, ben, je n'ai pas de réponse à te donner. Ça prend une réponse, puis ça prend une réponse backée par une source de droit. Pas une réponse qui vient de ma tête, là. Mais ça, ici, j'ai rien. Donc, si ma première source de droit est muette, c'est bien triste, j'aurais aimé ça la trouver ma réponse. Mais si ma première source de droit est muette, je vais être obligé de me rabattre sur la deuxième source de droit. Donc, on va aller voir la jurisprudence. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la jurisprudence, il faut tout de suite que je mette juste en perspective la notion de cause devant les tribunaux. Vous savez, quand l'Agence du revenu du Canada et un contribuable ne s'entendent pas sur une règle de conformité, là, ça arrive souvent, là, quand l'Agence du revenu du Canada dit « moi je pense que telle affaire est déductible ou ne l'est pas », puis que les contribuables disent « non, moi je ne suis pas d'accord, tu lis mal le texte de loi, j'ai droit à cet allègement-là ». Tu sais, quand ils s'ostinent, il ne faut pas penser que parce qu'ils sont plus gros, ils ont toujours raison. Rappelez-vous que l'agence, c'est l'organisme qui applique la loi. Puis cette loi-là, vous pouvez autant l'interpréter que eux. Eux peuvent penser que c'est noir, vous pouvez penser que c'est blanc, puis votre interprétation, elle est aussi bonne que la leur. Donc, quand vous n'êtes pas capable, ni un ni l'autre, de vous convaincre, vous et l'ARC, les contribuables, ben vous pouvez aller devant les tribunaux. Donc, on peut poursuivre l'Agence du revenu du Canada ou on peut être poursuivi par l'Agence du revenu du Canada pour un désaccord quant à des règles de conformité fiscale. Donc, les tribunaux sont remplis de causes qui portent sur des articles de loi où il y a divergence d'opinion entre les contribuables et l'ARC. Le premier tribunal qui va entendre les causes d'impôt, c'est la Cour canadienne de l'impôt. Donc, ils ont mis en place un tribunal qui n'entend que des causes d'impôt. Ça porte bien son nom. La Cour canadienne de l'impôt, c'est le premier tribunal où on va aller inscrire notre cause et où on va aller débattre devant un juge de notre interprétation de l'article. L'ARC va faire de même. En Cour canadienne de l'impôt, comme je vous dis, il y a uniquement des causes d'impôt. Donc, le juge, ou les juges, là, mais il y en a un à la fois, quand il y a une cause, il y a un juge. Les juges sont experts en impôt. Je peux-tu vous dire qu'ils connaissent la loi de l'impôt, ils entendent parler de ça à journée longue. Donc, le juge va écouter vos arguments, va écouter les arguments de l'ARC, va aller en délibération, Qu'est-ce qu'il va faire en délibération? Un juge, là, c'est pas Dieu. Il faut qu'il tranche entre quelqu'un qui dit noir et quelqu'un qui dit blanc. Qu'est-ce qu'il faut penser que le juge va aller faire en délibération pour réfléchir, pour s'orienter dans sa décision? C'est lui, un juge, c'est le meilleur juriste. S'il est juge, c'est parce qu'il est le meilleur juriste au Canada. Il ne peut pas aller consulter personne d'autre. Il va aller voir si d'autres de ses collègues juges ont déjà rendu des jugements sur des questions similaires.
lui-même va aller voir la jurisprudence. C'est ça la jurisprudence, c'est la somme de tous les jugements qui ont été rendus dans les tribunaux dans les années passées. Dans le droit, on appelle ça la doctrine du précédent. Je peux vous dire qu'un juge, là, quand il va délibérer, il se sent très lié par les décisions passées qui ont été rendues par ses collègues. Et si en fouillant les jugements passés, il se rend compte que depuis 10 ans, là, une question exactement similaire à la vôtre, là, ça fait 7 fois que ça passe devant les tribunaux. Ça fait 7 fois qu'il y a une cause sur des contraventions de bateau qui ont passé devant les tribunaux. Puis les 7 fois, les juges ont dit noir. Quand ils voient ça, un courant jurisprudentiel très fort dans un sens, pensez-vous qu'il a le goût d'être le mouton noir puis d'être le seul à rendre un jugement dans l'autre sens ou il va se coller sur ses collègues juges? Fait qu'il est naturellement, la doctrine du précédent dit qu'il est naturellement attiré puis il aura tendance à trancher puis à rendre un jugement qui va dans le même sens que le courant jurisprudentiel déjà existant. Donc, admettons que le juge revient rendre son verdict puis il dit à l'ARC, vous gagnez. Le contribuable a perdu. Le contribuable peut aller en appel, comme on entend souvent dans les reportages. Donc, on pourrait demander qu'un autre tribunal plus fort réentende la cause. Donc, le deuxième tribunal qui pourrait entendre une cause, c'est la Cour d'appel fédérale. La Cour d'appel fédérale, c'est une cour de deuxième instance qui entend des causes pour une deuxième fois, mais de tout sujet confondu. Donc, en cour d'appel, votre cause d'impôt pourrait être entendue, mais le matin, c'est une cause sur une pension alimentaire, puis l'après-midi, c'est une cause sur un enfant battu. Ça peut être ils entendent de tout. Pour que la Cour d'appel, accepte d'entendre la cause, c'est pas tout le monde qui peut aller en appel. Tu peux le demander, mais souvent, tu te fais refuser. Pour qu'on accepte d'entendre la cause une deuxième fois, il faut que la partie qui a perdu, le contribuable, soit capable de démontrer que le juge de première instance a erré, a fait une erreur. Pas une erreur d'interprétation, mais une erreur de procédure, par exemple. Donc, si dans le premier jugement, le premier procès, tu avais le droit de faire entendre un témoin, puis le juge te l'a refusé, par exemple. Bien là, tu peux dire à la cour d'appel, j'ai été lésé. Il aurait dû me permettre d'entendre mes témoins, il ne me l'a pas permis, donc je veux qu'on entende ma cause une deuxième fois en appel. Et ça se pourrait que ça soit accepté. Donc, admettons que c'est accepté, on passe en cour d'appel, on refait valoir nos arguments. Cette fois-ci, il y a 3 juges qui siègent, pas 1, 3 en cour d'appel. Ils vont aller en délibération, ils vont aller lire la jurisprudence, puis ils vont venir rendre leur jugement. Ils donnent encore raison à l'ARC. Je perds pour une deuxième fois. Bien, mon dernier recours, ça serait d'aller au plus haut tribunal du Canada, qui est la Cour suprême du Canada, qui est le dernier tribunal. On peut demander que notre cause soit entendue pour une 3e fois, mais c'est loin d'être sûr qu'elle va être acceptée. Pour qu'une cause soit, ils n'entendent pas beaucoup de causes, une centaine par année maximum, c'est très sélect, mais dans le bon sens, dans le sens que je vais vous l'expliquer. 2 critères pour que la Cour suprême accepte de vous entendre une 3e fois. 1, pour que vous puissiez prouver que vous avez encore été lésé en cour d'appel puis qu'on vous a bafoué vos droits, par exemple, mais ce n'est pas tout. Il faut que tu prouves que ta cause est d'intérêt national. La Cour suprême n'entend que des causes qui intéressent tous les Canadiens. Coast to coast. Il faut que ça soit des débats déchirants dans tout le pays. Fait que ce critère-là, je ne suis pas sûr qu'il serait rempli sur une question très spécifique de est-ce qu'on peut déduire une contravention pour excès de poids de bateau. La Cour suprême entend des causes sur l'avortement, a entendu des causes sur le droit à l'avortement à l'époque, mais sinon sur plein d'autres choses, mais sur des enjeux qui intéressent tout le monde, des enjeux majeurs, et non pas sur des questions très spécifiques à certaines personnes ou à certains secteurs. Admettons que la Cour suprême décide d'entendre ma cause parce qu'il juge que c'est d'intérêt national et que j'ai été lésé. On refait notre présentation, 9 juges, 9 ou 7? 9, hein? Ça fait 4, mais j'avais mon autre main ici. 9 juges. Donc, 9 juges là, en toge rouge avec une perruque blanche, c'est très solennel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la bâtisse à Ottawa, juste à côté du Parlement. Fait que là, ils entendraient notre cause, et là, évidemment, les 9 juges iraient en délibération, ils iraient lire les chartes de la vie, puis les chartes de droit à la liberté. Eux autres, là, il faut qu'ils tranchent parce que c'est final. Puis quand ils reviennent puis ils tranchent, ben là, c'est plus contestable. Tu as les 9 juges les plus prestigieux au Canada qui ont décidé que c'était ça. C'est plus contestable. Donc, imaginez, entre autres, une des causes qui est entendue dernièrement en Cour suprême, pas dernièrement, mais il y a une couple d'années, c'est
l'imposition des pensions alimentaires. Longtemps, les femmes étaient imposables sur les pensions. Je dis les femmes, ça aurait pu être des hommes, mais à l'époque, c'était beaucoup les femmes qui recevaient des pensions alimentaires, puis on les imposait. Puis il y a une femme qui s'est opposée à ça, une femme du Québec, une Thibodeau, si je ne me trompe pas. Puis elle a dit, ça n'a pas de bon sens qu'une femme s'impose sur une pension alimentaire. C'est même pas pour elle, l'argent. C'est pour l'enfant issu de l'ex-union. Fait qu'elle a dit, ça n'a pas de bon sens que le bonhomme déduise sa pension, puis que moi, je m'impose quand c'est pour subvenir aux besoins de notre enfant conjoint. Puis elle s'est rendue jusqu'en Cour suprême avec ça. Elle contestait cette loi-là, puis elle contestait le traitement que l'ARC en faisait, puis elle a gagné en Cour suprême. Donc, quand un jugement de Cour suprême dit que ça ne devrait pas être imposable, les pensions alimentaires, ben, le ministère des Finances fait ses devoirs, puis retourne changer la loi pour rendre ça non imposable. Donc, quand je vous dis que c'est une source de droit, là, quand même bien qu'on n'aurait pas un texte de loi sur les poids de bateau, si tu as 9 juges de la Cour suprême en 91 qui ont dit qu'une contravention pour excès de bois, ça ne pourrait pas être déductible, on s'entend-tu que c'est quasiment aussi fort qu'un texte de loi? Qui c'est qui peut contredire ça? Tu ne peux plus contredire ça parce que si tu te ramasses, encore une fois, devant les tribunaux avec une cause similaire, ils vont faire quoi, les petits juges de première instance? Ils vont aller lire leur jurisprudence, puis ils vont trouver un jugement de Cour suprême qui dit noir. Fait que c'est noir, là. Même si ce n'est pas écrit dans la loi, quand des juges de Cour suprême disent que c'est noir, c'est noir. Donc, ça devient une source de droit. Qu'en est-il pour ma contravention de bateau? J'ai fouillé la jurisprudence, fouillé. J'ai passé des nuits à lire ça. Je me suis dit, je vais bien trouver un jugement qui est sur une question similaire à la mienne. Ah, rien. Jamais devant les tribunaux canadiens, une cause sur la déductibilité d'une contravention de bateau a été entendue. J'ai aucun courant jurisprudentiel qui pourrait me dire déductible ou pas. Ma deuxième source de droit est muette, comme ma première. C'est triste en tabarouette. On va se rabattre sur des sources de droit qui sont de moins en moins fortes. C'est pas drôle quand on est rendu là, mais on n'a pas le choix. La troisième source de droit, il faut les prendre en ordre, hein, vous comprenez, les positions administratives. Les positions administratives, c'est pas fort. Ce n'est uniquement l'avis de l'ARC. L'ARC, une position administrative, ça le dit, c'est quoi la position de l'Agence du revenu du Canada sur cette question-là? Je la sais, leur position, ils me l'ont dit. Eux, ils veulent que ça soit non déductible. Moi, je pense que c'est déductible. Eux, ils pensent que ça ne l'est pas. Mais donc, l'ARC, sans blague, ils ont de belles qualités. Une de leurs qualités, c'est qu'ils sont transparents. À chaque fois qu'ils ont une position, à chaque fois qu'ils prennent une décision sur comment eux interprètent un texte de loi, ils rendent ça public. Ils rendent plein d'informations publiques. Ça s'appelle des bulletins d'interprétation. Fait que si tu vas sur le site de l'ARC, là, il y a une tonne de bulletins où l'ARC dit « Voici notre interprétation. Voici ce qu'on pense d'eux. » Fait que peut-être qu'il y aurait quelque chose, une position administrative de l'ARC sur qu'est-ce qu'on fait avec une contravention de bateau. Mais ça serait, vous comprenez que c'est pas force de loi, ça. Ce n'est que l'interprétation de l'ARC qu'ils ont rendue publique. C'est pas plus fort que mon interprétation. Mais c'est bon quand même de la consulter pour savoir eux qu'est-ce qu'ils pensent. Fait que j'ai fouillé tout le site de l'ARC, j'ai rien trouvé. J'ai même appelé à l'ARC. Avez-vous déjà émis un bulletin sur comment vous voyez ça, la déductibilité des contraventions de bateau? Vous dites non, on n'a jamais fait ça. Rien. Ben, je me rabats sur ma dernière source de droit. Hey, là, c'est pas drôle. Là, c'est pénible. Mais j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. La littérature fiscale. C'est pas drôle d'être rendu là. Y aurait-tu quelqu'un à quelque part qui aurait quelqu'un d'influent, disons, de respectable, qui aurait écrit son avis sur cette question-là? Je sais pas moi, y a-t-il un prof d'université réputé à quelque part au Canada qui aurait dit dans un de ses livres à l'école, selon moi, lorsqu'une entreprise a une contravention pour excès de poids, ça devrait être déductible. Ben, ça vaut pas fort, mais si quelqu'un de prestigieux a dit ça, c'est toujours bien mieux que rien. Un ancien premier ministre, est-ce que Lucien Bouchard, dans une conférence d'un cégep, aurait déjà dit « By the way, les jeunes, savez-vous quoi? Selon moi, lorsqu'une entreprise a une contravention pour excès de poids de bateau, elle devrait pouvoir la déduire. » Puis tu sais, quelqu'un a ça en tape, là. Ben, c'est toujours bien Lucien Bouchard qui le dit, mais c'est pas fort, là. Quand on est rendu là, c'est pas drôle, mais à défaut d'avoir rien de mieux, on peut peut-être essayer de faire valoir à l'ARC qu'on a trouvé ça dans la littérature. Fait que savez-vous comment c'est fini mon histoire de contravention d'excès de poids de bateau?
Donc, sans blague, je suis pas sûr je me trompe pas, c'est pas déductible. Effectivement, les textes de loi sont muets. Il n'y a rien qui dit ça dans la loi, mais la jurisprudence est pleine. Donc, la jurisprudence a souvent entendu des causes sur des entreprises qui avaient des contraventions de toutes sortes, contraventions de vitesse sur la route, contraventions d'excès de poids, toutes les infractions que les entreprises subissent en exerçant leurs activités. Les juges ont été tranchants et clairs, c'est pas déductible. C'est pas déductible parce que dans le fond, ce qu'ils disent les juges, c'est que ça enlèverait l'effet pénalisant d'une pénalité. Une pénalité, c'est quoi? C'est un coup de règle ses doigts, hein? C'est ça une pénalité? Ben, si tu mets un gant pour que ça fasse moins mal, on s'entend-tu que la sanction est moins... Fait que c'est ça, de rendre déductible et de faire en sorte que ça te fasse sauver de l'impôt, cette fameuse contravention-là, ça enlève de l'effet pénalisant que ça veut avoir. Fait que si on veut que ça garde son effet pénalisant en entier, les juges ont dit, pas d'affaire à déduire ça. Puis ça a peut-être même été légiféré depuis, là, ce genre d'article-là. Fait que c'est pas vrai que c'est un cas qui demande énormément de recherche. Contrairement à d'autres, par exemple, qui demandent beaucoup de recherche. Est-ce que vous avez des questions sur les sources de droit fiscal? Ça, à l'école, on ne fera pas ça. On ne passera pas nos grandes journées à fouiller la jurisprudence et tout ça, mais ça, c'est le pain et le beurre d'un fiscaliste. Si vous demandez ce que ça fait un fiscaliste en carrière, ça fait ça. Ça cherche dans la loi, sinon ça cherche dans la jurisprudence, sinon ça va lire les positions administratives. Ça se rend rarement à la littérature, là, mais c'est ça faire de la bonne fiscalité. C'est de trouver nos réponses dans les sources de droit en commençant par la plus forte. La pire erreur qu'on peut faire quand on est un jeune fiscaliste, puis malheureusement on la voit, je ne suis pas un très bon acteur, là, mais je vais vous lacter la scène. Vous allez voir comment ça... Cœur sensible, veuillez vous abstenir. Fait qu'imaginez qu'un jeune fiscaliste, là, en passant un jeune fiscaliste, ils disent toujours, là, moi j'ai fait des études en fiscalité, puis là, ils commandent un salaire assez élevé, là, ils font tout dans les 6 chiffres, puis ils ont raison parce qu'ils ont fait des études, puis ils sont rendus dans une surspécialisation, si on veut. Fait que là, quand quelqu'un vient les voir, puis il dit, moi j'ai un client qui est arrivé de telle affaire, est-ce déductible ou pas? Regardez bien. Je vais le lacter, là. Le jeune fiscaliste, il dit, un petit peu, je vais regarder. Il prend ça, qui est mon livre d'université, là, parce qu'il étudie dans mes cours. Il s'en va voir le sujet 5, qui est sur la déductibilité des dépenses pour les entreprises. Ah, c'est écrit là. Puis, oui, c'est marqué que c'est déductible. Puis, il répond à son client, oui, c'est déductible. Puis, le client s'en va. Puis, il va aller déduire ça dans son rapport d'impôt. Non? Vous ne trouvez pas ça? Non, moi, mon cœur saigne. Cette personne-là commande un salaire de 6 chiffres et à la première question qu'on lui pose, où a-t-il trouvé sa réponse? Dans un livre d'école. Qu'est-ce qu'il vient de faire dans les sources de droit? Il a commencé sa recherche dans la 4e source de droit. Il l'a donné à un vrai client qui posait une vraie question, une réponse basée baquée, excusez l'expression, là, baquée par un livre d'école de Boivin de l'UQTR. Pas fort. Pas fort. C'est gênant. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, ce gars-là? Il aurait dû dire au gars, c'est plate à soir, j'étais supposé aller au baseball avec mon petit jeune, ou j'étais supposé aller voir ma fille jouer au soccer, ben je vais passer la nuit à faire des recherches. Puis je te reviens demain matin, cerné jusqu'ici. C'est pour ça qu'il est payé d'un 6 chiffres. Et il aurait dû passer sa soirée, premièrement, dans le texte de loi. S'il ne trouve pas, il se tape la jurisprudence au complet jusqu'en 1901, s'il faut, pour trouver un courant jurisprudentiel sur cette question-là, qui fouille les positions administratives sur le site de l'Agence du revenu du Canada, puis s'il a le temps de prendre un café à travers ça, il prendra un café, puis il reviendra avec sa réponse le lendemain matin. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais par paresse intellectuelle, il est allé prendre son livre d'école, puis donner une réponse, une vraie réponse à une vraie question, avec une source de droit qui est un livre d'école. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ceux qui aiment faire carrière en fiscalité, c'est des gens curieux, puis j'exagère, on ne travaille pas à nuit, mais c'est des gens qui comprennent leur rôle, puis qui comprennent que les fiscalistes, on est les seuls à pouvoir faire ça. On a une formation pour faire ça. Pas besoin d'un fiscaliste pour aller lire un livre d'école, là. Mon client, il aurait pu le lire lui-même, le livre d'école. On s'attendait à plus que ça de quelqu'un qui œuvre en fiscalité. Alors, je termine rapidement. Donnez-moi 5 minutes. À moins qu'il y ait des questions, vous m'arrêtez, là, mais 5 minutes, ne fermez pas votre ordinateur tout de suite.
La nomenclature, c'est tout simplement la façon que la loi est séparée. Je l'ai dessus à quelque part de façon plus... J'ai beaucoup de saisies d'écran, vous regarderez. Mais à la fin, c'est... Est-ce que je l'ai... Je l'ai pas de façon très sommaire. Vous comprenez que la loi de l'impôt, là, elle a 2000 pages. 2000 pages là-dedans. Fait que c'est séparé. Hein? La nomenclature, c'est la façon qu'on sépare la loi de l'impôt. Donc, la loi de l'impôt est séparée en parties. Les parties sont séparées en sections. Les sections sont séparées en sous-sections. Les sous-sections sont séparées en articles. Les articles sont séparés en paragraphes. Vous pouvez tout regarder ça avec des saisies d'écran. Mais c'est pour ça, des fois, que quand on fait une recherche dans la loi, des fois, on va vous dire, on va voir l'article 6, paragraphe 25, alinéa A, sous-alinéa 2 petits I, division grand A. Tu sais, c'est toute la façon qu'on a séparé le texte de loi. Comme on ne travaillera pas vraiment dans le texte de loi, je vous invite à le regarder, là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire ensemble. Et la dernière chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est la recherche de définitions. Je vous l'ai dit en introduction, puis c'est revenu dans l'exemple qu'on s'est donné tout à l'heure sur la réglementation sur les vélos à l'UQTR. Beaucoup de termes sont définis dans la loi. Donc, quand on cherche, encore une fois, vous n'aurez pas à faire ce genre de recherche-là, mais dans la vie, dans la vraie vie, quand on travaille avec la loi de l'impôt, il faut souvent chercher des définitions. Comme sur un règlement qui dit, si dans la loi de l'impôt, on dit il est interdit d'utiliser des vélos sur un campus, moi, mon réflexe, je cherche la définition de vélo, je cherche la définition de campus. Ça se peut pas que ça soit pas défini, sinon on arrive à des aberrations comme on l'a démontré tout à l'heure. Vous allez voir un article tout à l'heure, ou éventuellement dans les prochaines semaines, qui va dire un employé peut déduire les dépenses qu'il a encourées avec son automobile. Moi, j'ai mon réflexe d'aller voir c'est quoi une automobile. C'est pas ce que vous pensez. Il y a un article qui va dire toute personne résidant au Canada doit payer un impôt sur le revenu. Il faut aller chercher la définition du mot personne. Donc, quand on œuvre en fiscalité, le piège qui nous est tendu, c'est qu'il y a beaucoup de mots pour lesquels on leur donne leur sens usuel. On dit, je sais c'est quoi une automobile, puis on continue à lire l'article, puis automobile dans notre tête, on la voit l'automobile, depuis qu'on est jeune, que notre papa nous dit automobile, automobile. Tu apprends ça depuis que tu es tout petit. Fait que c'est imprégné dans ton esprit c'est quoi une automobile. Mais souvent, il faut défaire ça, parce qu'on décide qu'une automobile, ça peut être, vous allez voir que ça inclut des ambulances, des autobus, des trolley. C'est plein de choses une automobile, parce qu'on a décidé de le définir comme ça. Fait qu'il faut souvent chercher des définitions dans la loi. Ils sont cachés, ces fameuses définitions-là, ou sont placées à différents endroits. Fait qu'il y a une espèce de recette ici de comment trouver une définition dans la loi. Et comme on ne le fera pas vraiment, on ne l'utilisera pas vraiment la loi, ça non plus, je ne tiens pas à passer un temps fou avec vous. Vous comprenez? Je termine avec ça. Dans mon esprit, là, je suis content que ces pages-là soient là, même si on ne s'y attarde pas, parce que c'est une belle référence pour vous. Si ça ne sert pas dans le présent cours, comment faire une recherche dans une loi, ça va sûrement vous servir un jour. Un jour, vous aurez sûrement à aller voir la loi de l'impôt, aller voir sa structure, donc de retourner voir le point 8 qui s'appelle la nomenclature. Ça pourra toujours être une bonne référence pour vous. Même si concrètement, dans les 15 heures, les 15 semaines plutôt, qu'on va passer ensemble, on n'en a pas vraiment besoin. Même chose pour la recherche d'une définition. Je ne peux pas vous laisser aller sans regarder le plan de travail avec vous. Qu'est-ce que vous avez à faire d'ici notre prochaine rencontre? Semaine 1. La section bleue, allez la faire un petit peu. Ça va reprendre des thèmes qu'on vient de voir. Vous pouvez peut-être le faire rapidement si vous voulez. Effectivement, on a vu beaucoup de choses ensemble, là. Mais allez jeter un petit œil là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire avant qu'on se revoie? Les questions à choix multiples, semaine 1. C'est pas pour samedi qui s'en vient, c'est pour l'autre samedi. Mais plus vite vous les faites, tant mieux pour vous. Tout va bien, ça va bien aller. Ensuite, section jaune-orange. Vous pouvez aller réécouter le cours d'aujourd'hui, qui va être disponible dans 24 heures. Et surtout, allez faire vos problèmes de la BQI en fiscalité, qui vont traiter de ce qu'on vient de discuter, des sources de droit, la différence entre les ministères des Finances et les ministères de l'Agence du revenu. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, il faut aller consolider ça avec des questions de la BQI en fiscalité. N'hésitez pas à utiliser Wikifisc si vous avez des questions. Et c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici notre prochaine rencontre? La section bleue de la semaine 2. Donc, semaine 2, section bleue, préparez-vous.
il va être question d'assujettissement la semaine prochaine. Moi, en classe, je présume que tout a été fait hors classe, puis on se met en mode un peu de retour sur la matière, mais pas très longtemps, puis on se met en mode application. Donc, allez compléter la section bleue pour votre semaine 2. C'est un plaisir de vous accueillir. J'espère que vous avez confiance. Il faut avoir confiance. On va avoir un beau trimestre ensemble. Donc, bonne semaine tout le monde.